Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors aujourd'hui on attaque la deuxième vidéo concernant les fonctionnements économiques de nos fermes et on va parler de quelque chose de crucial, quelque chose de capital pour ne pas dire quelque chose de vital. Ce sont les aides compensatoires européennes que les agriculteurs européens touchent depuis 1992 en remplacement d'un autre système de protection qui existait vis-à-vis du marché mondial. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir quels sont les montants réels que touchent les agriculteurs au niveau de ces aides, mais sans doute aussi, par curiosité, comment ça fonctionne. Eh bien, c'est ce que je vous propose de vous dévoiler dans cette vidéo. On va parler d'argent, je vais vous montrer comment ça se passe sur le site internet de la télédéclaration. Bref, on ne va pas se mentir comme toujours, on va se dire les réalités et vous allez voir que c'est sans doute plus surprenant que vous pouvez l'imaginer. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Allez, on est parti pour ce deuxième épisode concernant les fonctionnements économiques de nos fermes. Et on va donc parler des aides compensatoires européennes. Alors vous êtes sans doute nombreux à vouloir savoir combien touchent les agriculteurs, quel est le montant de leurs primes, comme il est souvent dit, autour du monde agricole, mais aussi parfois par erreur par les agriculteurs, car des primes viennent toujours en plus d'un salaire, toujours en plus d'une rémunération, toujours en plus d'une production, ce qui n'est pas le cas des aides compensatoires qui, comme leur nom l'indique, viennent compenser quelque chose. Que viennent compenser ces aides compensatoires? Elles viennent compenser des prix de vente admis qui sont inférieurs aux prix de vente qui seraient nécessaires pour un fonctionnement normal et économique et réel des entreprises agricoles nationales en France, au niveau de l'Europe, mais si on y regarde de plus près, aussi dans le monde, puisque l'ensemble des pays agricoles du monde subventionnent leur agriculture, et souvent de manière bien supérieure à ce que ne le fait aujourd'hui l'Union européenne. Alors les aides compensatoires sont apparues en 1992, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, puisqu'on passait d'un système plutôt protectionniste, un peu ce pourquoi l'Europe avait été conçue, de protection des frontières, mais aussi d'un prix plancher de marché décidé par l'ensemble des membres de l'Union européenne, qui servait de protection lorsque les prix de vente des produits agricoles descendaient en dessous d'un seuil plancher. L'Europe s'organisait pour soit créer des stocks, soit subventionner ce prix pour qu'il soit toujours accessible aux agriculteurs. Ça permettait beaucoup de stabilité, ça permettait aux agriculteurs de stocker leurs marchandises à la moisson avec toujours l'espoir positif que les prix allaient monter. Et donc, c'était quelque chose de très facile à gérer et qui permettait beaucoup de sécurisation au niveau du monde agricole, mais aussi de ceux qui les entouraient. Il se trouve que 30 ans plus tard, lorsque l'on fait le bilan, on s'aperçoit que l'ensemble déjà des agriculteurs sont subventionnés dans le monde, mais qu'on a créé une fragilité, qu'on a voulu un modèle ultra-libéral, c'est-à-dire que l'Europe a ouvert ses frontières, mais a aussi laissé les agriculteurs soumis au marché mondial, donc évidemment avec des fortes disparités entre les pays sur les notions de coûts de production, et même de fortes disparités dans les soutiens qu'il y a entre les pays. Les États-Unis, par exemple, subventionnent beaucoup plus que l'Europe leurs agriculteurs. Pourtant, dans l'Organisation mondiale du commerce, tout est dénoncé dès qu'il y a des subventions, on parle de distorsion de concurrence, etc. Donc c'est un peu un jeu de dupes, puisque ce modèle ultra-libéral ne tient nulle part. Dans aucun pays du monde, ça tient. Et pourtant, ce marché devait être libre et non faussé. Et la réalité, c'est qu'il n'a jamais été aussi faussé qu'aujourd'hui. Alors les aides compensatoires ont plutôt tendance à devenir comme peau de chagrin avec les années. Si en 1995, lorsque je me suis installé, je touchais 440 € de l'hectare sur ma ferme de 100 hectares en polyculture, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à la date actuelle le montant exact que je vais toucher. D'ailleurs, c'est le cas de l'ensemble des agriculteurs de mon pays, l'ensemble des agriculteurs de notre pays, qui ne savent pas aujourd'hui au centime près le montant d'aide compensatoire qu'ils vont toucher. La situation agricole est tellement minable qu'aujourd'hui, seulement 7 à 8% des agriculteurs de France seraient capables de vivre sans ces subventions européennes, mais aussi sans l'ensemble des subventions qui existent. On fera un troisième épisode pour parler d'autres subventions qui existent autour du monde agricole, comme il en existe autour des commerçants, des artisans et même des particuliers. Il n'y a plus une journée sans que l'on annonce une nouvelle subvention pour aider tel ou tel à faire telle ou telle chose. C'est quand même triste de savoir que 82% des agriculteurs seraient sans doute en cessation de paiement aujourd'hui s'il n'y avait pas les aides
compensatoires européennes, mais aussi les autres subventions aux bâtiments, au matériel, etc. etc. C'est vraiment triste et minable. Le deuxième élément, c'est que 40% des agriculteurs en France prélèvent moins de 600 € de salaire net en incluant les amortissements. Je vous dirai de vous référer à la vidéo numéro 1 pour savoir ce que sont les amortissements. C'est quand même aussi très inquiétant et peu encourageant pour des jeunes qui souhaiteraient s'installer. Il faut quand même le dire, c'est important de parler de salaire réel avec les amortissements inclus. Alors c'est vrai qu'on capitalise, mais le capital est une valeur fictive. Qui peut dire aujourd'hui que ce qu'il a capitalisé, même avec un salaire minable, permet demain d'espérer une revente, etc. C'est fictif. On ne sait pas s'il y aura des gens qui achèteront ce capital créé ou qui s'intéresseront même à ce capital créé. Alors les aides compensatoires, donc comme je le disais, on ne sait pas aujourd'hui le montant. Pourquoi ? Car il y a une forme de secret de polichinelle là autour. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la situation agricole est tellement mauvaise que l'État français fait une avance sur ces aides compensatoires de 2 mois par rapport à la date réelle à laquelle les agriculteurs devraient toucher ces aides. C'est-à-dire que normalement, ces aides sont versées le 15 décembre de chaque année et l'État français fait une avance de 70% de ces aides au 15 octobre de la même année. C'est pour vous dire. Donc nous avons touché aujourd'hui 70% de nos aides. Ça nous permet, par un produit en croix de base, de savoir en gros quels seront nos 100%. Alors si en 1995, je touchais 440 € d'aide à l'hectare compensatoire, aujourd'hui mon montant semblerait s'approcher des 185 € d'aide à l'hectare pour l'année 2023. Et même sur une ferme, je suis actuellement en contrôle pour une partie de cette aide, donc je ne suis même pas sûr que je la toucherai, car je n'ai peut-être pas le nombre de cultures qu'il faudrait pour avoir cette deuxième partie de l'aide, puisque avec le temps, d'une aide fixe de 440 € de l'hectare, nous sommes passés à une aide découplée, où on a séparé une partie de l'aide avec des contraintes pour celle-ci, et une autre partie de l'aide avec des nouvelles contraintes pour celle-là. Donc finalement, on s'aperçoit avec le temps que les contraintes, parfois, dépassent le niveau de la subvention. Sauf que, comme je l'ai dit en introduction, si nous n'avons pas cette aide, au lieu de la refuser et de dire on n'en veut plus, on est coincé et on est obligé de l'avoir dans notre système pour espérer se dégager un revenu qui, je le rappelle, est souvent inférieur aux aides compensatoires que nous touchons. 440 € il y a 30 ans à peine, 185 aujourd'hui, donc autant vous dire que c'est minable. Ça, c'est pour la grande culture. Alors, il n'en faut pas plus pour ceux qui entourent le monde agricole de dire mais les agriculteurs recherchent des hectares et cherchent à s'agrandir pour avoir plus d'aide à l'hectare. Évidemment, plus on a d'hectares, plus on touche d'aides compensatoires, mais je vous le rappelle, le montant à 185 € de l'hectare, ce n'est pas ça qui peut faire fonctionner une entreprise. Vous l'avez vu dans la vidéo numéro 1 sur le sujet. Entre nos charges opérationnelles et nos charges de structure, il nous faut faire de la production. Donc il n'en faut pas plus pour mettre un schéma en place qui est inéluctable et qui est en train de se produire. On a deux solutions, soit augmenter le nombre d'hectares pour faire, avec les mêmes moyens, plus de production sur plus grand. Ce n'est pas les aides qui nous attirent, c'est le fait de faire plus d'hectares de blé, plus d'hectares de maïs, etc. C'est la réalité, faire un minimum de produits. Pourquoi il ne nous reste que cette option-là? C'est que les prix de vente aujourd'hui en 2023 sont inférieurs aux prix de vente en 1992. Donc si aujourd'hui on a 3 fois moins d'aides qu'en 1992, un prix de vente inférieur, mathématiquement il faut trouver des solutions. La deuxième des solutions, c'est d'essayer de faire une production plus forte, plus de production par hectare, donc plus de rendement ou des cultures à plus forte valeur ajoutée ou une autre activité qui est plus sécurisée, production d'énergie, pourquoi pas l'élevage qui dans certains cas devient un complément ou devient quelque chose de plus stable, mais c'est même pas sûr parce que si on y ramène ensuite la valeur travail, c'est plus compliqué. Donc là, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer comment nous faisons des déclarations sur le site qui n'est plus aujourd'hui sous format papier mais sous format dématérialisé. Certains agriculteurs le font faire à l'extérieur, mais vous allez voir qu'on y déclare vraiment tout, jusqu'à presque la taille de notre slip et la longueur de nos chaussettes. Alors, on est parti. Alors les amis, comme promis, je vous emmène dans le lieu sacré où l'ensemble des agriculteurs français, mais aussi européens, vont télédéclarer leur surface, vont télédéclarer leurs effectifs au niveau des animaux, vont indiquer le nombre d'hectares qu'ils font de chaque culture, vont aussi indiquer les bandes enherbées, les jachères, les protections, les bandes tampons, ce que l'on appelle des cours d'eau, à la surface exacte, à l'art près, vont aussi y déclarer les arbres, la longueur des haies qui sont présentes sur la ferme. Bref, tout ça est extrêmement précis, d'autant plus
que si dans la version papier on recevait déjà des photos satellites, elles n'étaient pas évidemment aussi précises que celles-ci 30 ans plus tard. Vous voyez, en grossissant, les arbres restent nets. C'est la même chose pour les fermes, hein. Si je grossis là sur une maison d'habitation, à la rigueur, on a vraiment une précision qu'on n'avait pas par le passé. Alors comment ça se passe? Alors, on va grossir un petit peu. Tout ce qui est en vert là correspond, donc c'est sur notre deuxième ferme, correspond à nos 3 sites en gros sur la deuxième ferme que nous avons éloignés de 7-8 km entre les deux sur différentes communes. Donc ce qui est en vert est ce que nous avons nous défini comme nos îlots. Évidemment ça ne bouge plus hein, une fois que ça a été défini. Alors on l'a reprécisé au fur et à mesure de l'augmentation des outils que nous avions. Mais en gros voilà, on définit un îlot qui est en gros la surface, qui est même pas en gros, qui est très précisément la surface nous appartenant, ou en fermage ou autre, c'est pas l'objet, mais en tout cas que nous cultivons. À l'intérieur de ces îlots, ici vous avez la liste des îlots, donc sur cette ferme-là il y a 20 îlots, avec les surfaces ici à côté. On va y préciser des parcelles, c'est-à-dire à l'intérieur de ces îlots, on va y préciser ce qu'on y fait. Donc là par exemple sur l'îlot 1, alors je vais essayer d'y retourner, l'îlot 1, il doit être là autour, toc, donc l'îlot 1 c'est celui-ci, hein. Voilà. Donc à l'intérieur, là, il se trouve que la correspondance de l'îlot, toute la surface à l'intérieur de cet îlot est en tournesol. Donc je le déclare ici, en tournesol, je vais à l'intérieur, et je déclare la culture, je déclare si c'est récolté pour faire du grain ou pour faire autre chose, si j'utilise des semences certifiées, blablabla, blablabla, la commercialisation, si j'utilise la dérogation Ukraine qui est apparue l'année dernière, si je fais des cultures derrière cette récolte, si je fais des cultures dérobées, ce que l'on appelle, bref, on y déclare tout dans le détail. Une fois qu'on a fait tout ça pour chacune des parcelles, on va aussi avoir des parcelles où il y a par exemple des bandes tampons le long des forêts. Donc là, on y définit, voilà, on y fait graphiquement le dessin et ça nous donne la surface graphique qui a valeur officielle, hein, c'est-à-dire que c'est sur cette partie graphique que nous sommes contrôlés. Hein, et ça se fait pour beaucoup, comme je le disais, de manière dématérialisée par contrôle satellite. Une anomalie et on peut envoyer des contrôleurs sur le terrain, vérifier qu'on n'a pas dérivé quand on a cultivé, mordre un petit peu la bande enherbée le long de la forêt, là par exemple. Ça va être la même chose pour les jachères. Là ici, cet îlot-là n'est pas cultivé, il est en jachère, donc c'est en herbe, on le broie une fois ou deux par an. C'est la même chose pour les bandes tampons. Alors est-ce que j'en ai une ici? Oui, par exemple, vous voyez là, il y a un cours d'eau, là, ici. Donc là, j'ai une bande tampon qui sert de protection, comme ici, là, on la voit bien, les deux, là, de chaque côté du cours d'eau. Donc là, moi, je l'ai conservé ici, puisqu'il y a quand même un ruisseau, pas un ruisseau, mais un fossé qui continue, qui n'est pas obligatoirement à protéger, mais moi, personnellement, j'ai fait le choix de faire cette bande tampon, qui est pour moi une des mesures les plus intelligentes de la politique agricole commune, de ne pas cultiver jusqu'à l'endroit où de l'eau circule, ça semble intelligent, à la fois pour des engrais, on peut aussi mettre de la terre dans les fossés, bref, c'est vraiment une protection intelligente, on va dire, voilà. Donc une fois qu'on a déclaré tout ça, on va aussi y trouver les surfaces que l'on appelle non agricoles. Donc vous voyez, il y a les haies là qui sont indiquées par exemple. Donc les mètres carrés linéaires, les mètres linéaires de haies qui sont faits. Donc ça veut dire qu'en gros, une fois qu'elles sont télédéclarées, il ne faut pas qu'elles bougent. C'est la même chose pour les arbres. Un arbre qui casse par une tempête, c'est tout un Trafalgar pour en fait indiquer à la PAC qu'il a disparu, car ça peut entraîner un contrôle si l'arbre venait à disparaître. Les arbres alignés, enfin vous voyez. On a vraiment tout. Pour être franc, beaucoup de choses ont été faites à notre insu. Hein. Ça a même été fait dans des pays étrangers où des gens étaient payés en Inde ou en Chine pour nous faire finalement tous ces schémas-là que nous n'avions pas fait, bien évidemment. Hein. C'était pas forcément notre rôle au départ. Mais aujourd'hui, ces photos très précises font qu'au niveau européen, hein, on peut contrôler l'ensemble de l'agriculture, hein, puisqu'on y déclare ensuite, quand on va un peu plus loin, ça fait un récapitulatif de toutes les surfaces, avec chaque culture, voilà, si c'est des semences certifiées, des semences fermières, blablabla. Il y a éventuellement des alertes qui peuvent nous être indiquées s'il y a des soucis, donc on remodifie la télédéclaration et on revient en arrière, ainsi de suite. Donc on ne peut pas passer aux étapes suivantes si on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Et puis là, on a ici une récapitulative des choses que l'on demande. Alors moi, je ne demande rien d'autre que ce qui nous est proposé au départ, c'est-à-dire une aide de base à l'hectare, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'aide complémentaire du revenu des jeunes agriculteurs, non, c'est plus mon cas, hein, et ça n'existait pas à notre époque. L'éco-régime, donc c'est la deuxième aide où vous savez, on a beaucoup de contraintes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour l'obtenir, donc c'est en gros 60 à 80 euros de l'hectare, que je n'aurai peut-être pas sur une des fermes cette année, puisque je n'ai pas forcément le nombre de cultures prévues, donc voilà. Mais c'est tellement des fois des contraintes où pour le gain que l'on peut en retirer,
les contraintes dépassent le gain à retirer, puisque je vous le rappelle, les aides ont sérieusement diminué depuis 1992. Et vous voyez qu'ensuite, il peut y avoir des aides pour tout. Quelqu'un qui fait des arbres fruitiers, il fait une prune particulière, etc. Enfin, quand on voit la quantité de choses, c'est une usine à gaz, pour être franc. Et ensuite, on a, et c'est une aide que moi je demande, qui est l'aide à l'assurance récolte. Donc, qui est une participation de l'Europe, après nous avoir ponctionné des aides, puisque nous avons tous été modulés il y a une dizaine d'années. Et une grosse partie de ces aides sont parties, on ne sait pas où. Mais paraît-il qu'une partie servirait à nous aider à nous protéger contre les aléas climatiques. Donc c'est une avance d'argent que nous faisons en septembre, puisque l'on paye nos assurances en septembre. Et en fait, on recevra une partie de la cotisation que nous avons payée à nos assureurs, 40% environ de ce que nous avons payé. Donc moi je paye 8 500 € pour 100 hectares ici en gros d'aide aléa qui a augmenté proportionnellement. C'était 6 000 € il y a quelques années. Enfin bon, ça ne fait que de monter. Pour des garanties de moins en moins grandes, puisque nos rendements diminuant, on assure de moins en moins de rendements, puisque c'est basé sur une moyenne quinquennale. Je vous en ai déjà parlé. Et on reçoit cette aide au mois de mars-avril. Donc vous voyez, on fait l'avance finalement d'argent. Bon bref, je vous la fais courte. Ensuite, on va évoluer progressivement sur la télédéclaration jusqu'à le bilan global. Donc là, nous, on n'a pas d'animaux. Vous voyez qu'on déclare les effectifs des animaux, etc. etc. Tout est fait dans le détail. Jusqu'au dépôt du dossier final, où en fait, à la sortie, voilà, on peut imprimer tout ce que l'on a télédéclaré. Et une fois que c'est signé, c'est signé. On peut le modifier, je crois, il y a un mois ou deux derrière. Mais voilà, donc ça c'est l'ancien dossier et on n'aura accès au nouveau qu'à partir d'avril-mai, où on refera la même chose dans chaque... Alors s'il y a des changements de parcelles ou si comme cette année on a peut-être des difficultés à semer, on ne pourra pas tout enregistrer comme on aimerait le faire, c'est-à-dire qu'un assolement équilibré, cela pourra peut-être avoir des conséquences sur les aides que nous toucherons puisqu'on a aujourd'hui aussi une imposition d'un certain nombre de surfaces pour certaines cultures, c'est-à-dire on nous pousse vers un assolement plus diversifié, qu'il soit rentable ou pas, mais c'est des contraintes de la politique agricole commune si on souhaite recevoir le fameux deuxième pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous, sur une ferme, on risque de ne pas toucher. Voilà, donc vous avez en gros les éléments de ce qu'est une déclaration PAC. Pour les éleveurs, il faut justifier aussi beaucoup de papiers concernant les animaux. C'est un petit peu la même chose pour nous. À chaque fois qu'il y a une demande de quelque chose, on doit le justifier en permanence. Donc, une fois qu'on a télédéclaré ça, c'est censé être entre nous et la direction départementale des territoires, quelque chose qui ne sort pas. Mais vous allez voir dans la conclusion que c'est loin d'être le cas. Voilà les amis. Alors comme vous avez pu le voir, les agriculteurs déclarent énormément de choses. Dans une agriculture pourtant qui se veut sur un modèle ultra-libéral, elle n'a jamais été autant administrée qu'aujourd'hui. Et ça n'est pas fini, puisqu'en 2026, l'Europe prévoit l'électronisation de l'ensemble des interventions agricoles. C'est-à-dire qu'au fond, le rêve absolu, c'est cette fameuse carte de l'Europe, avec toutes les parcelles que je vous ai montrées tout à l'heure, mais à l'échelle européenne, avec des GPS sur les petits pulvérisateurs qui vont aller épandre des produits phytosanitaires ou des produits de biocontrôle, les petits épandeurs d'engrais qui vont eux-mêmes aller épandre des fertilisants, avec le nom de la personne en train de le faire, bref, le contrôle absolu européen des petits exécutants que seront devenus les agriculteurs, et on enlèvera le mot décideur à tout diplôme qu'éventuellement peut obtenir un agriculteur aujourd'hui. Bref, c'est un panorama qui ne peut pas attirer les jeunes. Les absences de revenus, on l'a vu, la dépendance à ces aides compensatoires ne peut en aucun cas favoriser l'installation des jeunes qui va pourtant être nécessaire dans les années à venir, puisqu'aujourd'hui il y a 10 exploitations par jour, 10 fermes par jour qui arrêtent dans de nombreux pays européens. La France n'en est pas tout à fait à ce niveau-là, mais ça s'en rapproche. On a un gros départ en retraite dans les 10 ans à venir avec peu de remplaçants, et la financiarisation de l'agriculture, le besoin en capitaux tellement élevé, aucun jeune ne peut partir de zéro pour s'installer agriculteur, et c'est bien un problème en soi. Il y a une forme d'entre-soi qui se crée, on installe le fils d'eux, mais on n'est plus capable d'installer des nouvelles façons de penser, on n'est plus capable d'installer des gens extérieurs au monde agricole qui sont toujours une plus-value. Il y a le développement des activités annexes qui prolongent ce délire virtuel. On crée de l'énergie, on réinvestit dans un mode industriel pour finalement compenser un mode agricole qui n'a plus la rentabilité espérée. Et avec tout ça, on fait tourner le bazar du mieux qu'on peut. La double activité qui représente 50% des agriculteurs dans le monde va aussi arriver en France de manière importante, n'en déplaise à la profession qui parfois, en tout cas les représentants de la profession, parfois contestaient cette double activité comme si elle avait un rôle négatif. Et qu'est-ce que la double activité? Être le maire d'une commune, c'est un problème? Ou être entrepreneur agricole, c'est un problème? Non, je pense que ça permet d'ouvrir un petit peu l'agriculture à d'autres façons de penser qui seront toujours positives. Alors,
Pour conclure cette vidéo, je vous dirais qu'il faut que l'on manque quand même beaucoup d'espoir et de fierté pour ne pas redresser la tête, pour ne pas faire voler en éclats tout ce délire. J'ai essayé de vous en communiquer qu'une partie, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toutes les autres contraintes de traçabilité, les éleveurs avec le bouclage, les fiches d'identité des animaux, les contrôles des effluents, et puis tous ces contrôles qui sont tout simplement ubuesques pour quelques centimètres qui ne vont pas aller pour une bande enherbée. C'est un délire qui mettrait n'importe quelle personne de bon sens dans des états de folie, et ce qui peut conduire parfois au suicide des agriculteurs. Je vous mettrai en lien la vidéo que nous avions fait sur ce sujet très important. Vous rappelez quand même que plus de 600 agriculteurs par an se suicident. C'est quand même inédit dans aucune profession. Et si on pense que cette raison-là, cette raison de dépendance aux aides, aux contraintes administratives, à la déconnexion qui existe avec la réalité de notre métier d'agriculteur n'en est pas la cause, alors il faut vraiment qu'on soit complètement aveugle. Voilà. Donc ce sera la conclusion de cette vidéo. J'aimerais juste vous dire que j'ai beaucoup d'espoir qu'un jour on puisse balayer d'un seul revers de main l'ensemble de ces directives européennes qui finalement n'ont conduit qu'à moins d'agriculteurs, à de plus en plus de monocultures, en tout cas de cultures en réduction par rapport à ce qu'elles étaient par le passé, des assolements de moins en moins diversifiés. On a l'exemple en 30 ans d'aide compensatoire que si les prix sont aussi faibles aujourd'hui au niveau des prix des matières agricoles, c'est lié en partie à ce subventionnement de l'agriculture. Ça a toujours été démontré dans le monde, à chaque fois qu'il y a des subventions, ça modifie les réalités économiques. Et d'ailleurs, en 92, lorsqu'il y a eu le début de ces aides compensatoires, les prix de marché se sont maintenus le temps que le marché s'adapte à cette nouvelle aide qui était donnée aux agriculteurs. Et donc, les agriculteurs étaient surpris finalement, puisque les prix se sont maintenus plusieurs années après la mise en place des aides compensatoires. Évidemment, depuis, c'est un petit peu moins drôle. Donc, on vend moins cher que ne vendaient nos grands-parents. Et on a des aides compensatoires qui sont 3 fois moins importantes qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Donc ça présage quand même d'un avenir un petit peu compliqué pour tous, pour ne pas dire incertain. Alors les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager si elle vous a plu, et pensez à vous abonner. À bientôt pour le 3e épisode.